C'est pas tranché. C'est pas tranché. C'est pas tranché. C'est pas tranché. Bonjour et bienvenue dans C'est pas tranché, la toute première émission sur la viande, conditions de production, impact sur l'environnement, qualité nutritionnelle, poids économique, tout se dira sur ce plateau. C'est pas tranché. Et pour notre premier numéro, nous allons débattre justement de l'avenir de cette filière. Une filière qui vit aujourd'hui une période charnière en vue d'une adaptation du modèle français d'élevage et de production avec ses grandes races à viande, ses petites exploitations, son économie qui fait vivre encore aujourd'hui des régions entières, adaptation à un marché qui s'écrit aujourd'hui à dimension mondiale avec des habitudes de consommation qui changent. C'est un virage important à négocier pour garder la compétitivité sans sacrifier les emplois, sans non plus perdre l'enracinement territorial de ce secteur. C'est important pour les éleveurs bovins, éleveurs ovins, pour tous les acteurs de la filière et pour nous aussi consommateurs, car en dépendra demain la qualité et la variété des viandes que nous aurons dans nos assiettes. Alors pour en parler, pour en débattre, nous avons deux invités exceptionnels en cette période veille d'élections législatives et présidentielles. À ma gauche, donc Germinal Peiro, secrétaire national du Parti socialiste en charge de l'agriculture, la ruralité et la mer, député de Dordogne aussi. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Antoine Herth, secrétaire national de l'UMP en charge de l'agriculture, questions agricoles, et député du Bas-Rhin. Bonjour. Bonjour. On va parler de l'avenir de cette filière française. Je voudrais peut-être qu'on commence tout de suite par voir et faire un petit état des lieux pour voir comment elle est armée aujourd'hui pour faire face à ce défi d'un marché qui aujourd'hui va s'inscrire pour la filière viande aussi bien en France que demain en Chine, avec des concurrents qui sont en Dordogne, en Alsace, mais aussi peut-être au Brésil ou ailleurs ou en Allemagne. Antoine Herth, dans la plateforme de l'UMP qui a été rendue publique il y a quelques mois, vous dites que rejeter une approche ultra-libérale de l'agriculture et rejeter tout autant une agriculture qui se replierait sur elle-même. Alors pour vous, ce modèle français d'élevage et de production tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il est soluble dans cette compétition à dimension mondiale? Et je dirais même, est-ce qu'il a à l'être? En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est une phase très dynamique dans la redistribution des cartes en termes d'élevage. Quand nous disons rejeter à la fois le repli sur nous et puis l'ultralibéralisme, c'était un peu le modèle qui malheureusement était prôné par la Commission européenne jusqu'à très récemment encore. Repli sur soi parce que ce qui était annoncé c'était un lent déclin mais inéluctable de l'élevage en Europe et en même temps une vision très libérale d'ouverture des marchés aux importations, en particulier en provenance d'Amérique du Sud. Évidemment, en contrepartie de l'achat de nos porte-avions Rafale ou autres biens de consommation courante, je plaisante. Mais le modèle aujourd'hui a changé, en fait, parce que la Chine est arrivée dans ce jeu de quilles et aspire en quelque sorte la production d'Amérique du Sud. Dès lors, l'Europe se retrouve de nouveau dans une position beaucoup plus équilibrée en matière de perspective d'échange, à la fois évidemment la consommation intérieure, évidemment qu'il faut satisfaire, mais aussi des possibilités de trouver des opportunités sur les marchés, et ce qui peut être que positif finalement pour la bonne respiration d'un secteur d'activité, c'est qu'il ne soit pas dans une position d'être recroquevillé sur lui-même, d'essayer de préserver coûte que coûte des acquis, mais qu'il soit aussi dans la situation de pouvoir profiter de perspectives intéressantes en matière d'export. En se modernisant tout en gardant son identité. C'est bien le plus important pour la France, parce que c'est notre image de qualité qui nous permet d'exporter. Ce n'est pas parce que nous serions les producteurs au plus bas coût ou à des conditions cassées en matière de normes sanitaires, par exemple, mais c'est bien parce qu'il y a les conditions sanitaires, il y a la qualité, il y a l'image de la gastronomie française que nous vendons également. Germinal Peiro, vous avez, j'ai relevé une formule que vous employez, alors c'est peut-être fait un peu avec le verbe qu'on a en Dordogne, vous parlez d'un risque d'immolation d'un modèle agricole français. Il y a derrière en tous les cas une vraie inquiétude et une position qui est au Parti socialiste de vouloir défendre la spécificité, je dirais même les spécificités du modèle agricole français. Est-ce que ce modèle extensif à la française aujourd'hui n'est pas un frein face à cette compétition d'une demande mondiale, d'une guerre des prix annoncée, ce dont on entend parler? Non, honnêtement, je ne le crois pas. D'abord, je pense qu'il y a dans notre pays, non pas une agriculture, mais des agricultures. Ça, c'est tout à fait évident. Et je pense
que la filière de l'élevage et les filières de l'élevage sont des filières d'excellence, où la France, véritablement, a sa place à jouer et où l'Europe a sa place à jouer. Vous savez, au Parti socialiste, on dit souvent qu'on est favorable à la relocalisation des productions agricoles au niveau mondial. On considère que l'augmentation, le gaspillage des énergies fossiles ne durera pas, l'augmentation des coûts de transport sera inéluctable et qu'il faudra plutôt produire dans des bassins où il y a les consommateurs. Jacques Diouf, l'ancien directeur de la FAO, a dit il faut produire où les gens ont faim. Je crois que c'est un raccourci, mais nous sommes favorables au fait que l'Europe puisse produire d'abord pour les 450 millions d'Européens. Et je crois que là, on a véritablement, la filière élevage a un rôle à remplir. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se replier sur soi-même, y compris sur l'Europe. Antoine Herr le disait tout à l'heure, les choses bougent beaucoup. La Chine et d'autres pays émergents consomment beaucoup plus de viande qu'ils ne le faisaient il y a quelque temps. Il y a une augmentation de la consommation au niveau mondial. Dans le même temps, on voit bien qu'au Brésil en particulier, l'élevage a régressé parce qu'on a cultivé d'autres choses, et essentiellement des plantes pour les agrocarburants d'ailleurs. Et donc il y a une certaine concurrence. Donc je crois que la filière française, qui est une filière d'excellence, a parfaitement sa carte à jouer. Nous avons à servir le marché européen et nous avons aussi à exporter, en particulier tout autour du bassin méditerranéen, où en vérité on est exactement dans la même région. Mais plus loin aussi, vers l'Asie, vers le Japon, vers la Chine, vers ces pays asiatiques. Je voudrais qu'on en parle un petit peu parce que c'est des points sur lesquels vous avez des avancées, des propositions importantes. Il y a un enjeu de la modernisation de cette filière qui se fait au niveau des conditions de production, tout simplement. Aujourd'hui, on a des normes sanitaires, de bien-être animal, environnemental qui sont importantes en France. On a un coût salarial aussi qui existe, et on a vu certains voisins, notamment allemands, pouvoir pratiquer alors ce que certains ont appelé des formes de dumping social. Est-ce qu'aujourd'hui, Antoine Herr, vous, pour l'UMP, la compétitivité, c'est important, et cette compétitivité se joue beaucoup autour de ces coûts de production. Concrètement, sur quel point on peut aujourd'hui améliorer le plus, finalement, la compétitivité de la filière française? Il faut dire sur quel point en pluriel, effectivement, parce que moi, quand je parle de compétitivité, je devrais parler du collier de perles de compétitivité, parce qu'on se rend compte que, en regardant ce que font d'autres, parfois en mieux, ce sont deux petites mesures qui font gagner un demi-point, un point de compétitivité. Et c'est en les additionnant une à une que finalement on devient le meilleur concurrent sur le marché. Alors il y a beaucoup de sujets qu'il faut voir. Le coût de la main-d'œuvre, vous l'avez signalé, c'est notamment un gros problème dans le premier échelon de transformation qui est l'abattage, où les coûts de main-d'œuvre sont vraiment discriminants à l'intérieur de la zone euro. Et une mesure comme la TVA emploi que nous venons de voter à l'Assemblée nationale doit aller dans le sens d'une amélioration de la situation pour ce type d'industrie. Mais c'est également la question de la maîtrise des coûts de production, qui aujourd'hui est un sujet compliqué. On l'a vu avec la sécheresse où les coûts de production se sont envolés parce qu'il y avait une pénurie de fourrage. Comment on peut trouver un système pour amortir, pour assurer ce type de situation? Des conventions ont été signées entre producteurs de céréales et éleveurs pour qu'il y ait une solidarité, une garantie de stabilisation des coûts de production. Sur l'alimentation, c'est un premier point important. Comment concrètement est-ce qu'on peut travailler à mieux organiser, donner plus de cohérence à cette filière sans tout remettre à plat? Et est-ce que finalement, ce qu'on a dit, c'est-à-dire les contrats qui ont été mis en place entre producteurs et industriels, sont la voie pour cela? Oui, je vais vous répondre, mais avant, je voudrais dire qu'il y a un point où je suis en accord avec Antoine Herr, c'est celui des salaires. Ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui n'est pas acceptable. Et il l'a écrit, nous l'écrivons et nous le disons aussi, il faut vraiment travailler à l'harmonisation sociale et fiscale en Europe. Que nos voisins allemands et amis emploient des gens des pays de l'Est aujourd'hui sans contrat de travail, pour des périodes de 6 mois renouvelables, à des prix qui sont les prix et aux salaires qui sont les salaires des pays de l'Est, ce n'est pas acceptable aujourd'hui en Europe. Et c'est une concurrence déloyale qui pèse beaucoup sur l'élevage, en particulier au niveau des abattoirs. Je crois qu'il faut qu'on puisse dire ça. Maintenant, pour revenir à l'organisation même,
on a dans tout le monde agricole national, du fait de sa richesse, du fait de sa diversité, du fait des structures des petites exploitations, du fait qu'on a 500 000 exploitations agricoles dans notre pays réparties sur le territoire, souvent des problèmes de regroupement, et notamment pour attaquer le marché national, attaquer le marché européen, mais aussi pour attaquer les marchés à l'export. Il faut que les gens arrivent à se regrouper et à travailler ensemble. Et c'est tout le rôle des interprofessions. Et je crois qu'il faut saluer le travail qui est fait par les interprofessions aujourd'hui, mais on voit bien que c'est par là que ça passe. Nous, au Parti socialiste, nous proposons aujourd'hui des contrats de filière. La loi de modernisation agricole de 2010 a prévu la contractualisation au niveau des producteurs eux-mêmes. Au niveau entre producteurs et transformateurs, ou entre transformateurs et distributeurs. Nous disons il faut arriver, et il faut aussi que ça puisse s'adapter avec la réglementation européenne, qui de ce point de vue est très libérale, puisqu'on est immédiatement accusé d'entente. Mais nous disons, et ça se fait pas mal déjà, et ça avance, mais il faut arriver à contractualiser sur l'ensemble des filières pour que chacun des maillons de la filière puisse s'y retrouver, que ce soit le producteur, le transformateur ou le distributeur. Un accord de filière a été signé pour justement permettre une révision des contrats dès lors qu'il y ait des fluctuations majeures dans la réalité économique. Et c'est ça qui est important, c'est que finalement il y ait une discussion dans l'interprofession, mais que les pouvoirs publics restent en situation d'arbitre pour permettre l'équilibre du dialogue. Ça se joue au niveau de l'export, parce qu'on a des marchés au devant desquels il faut aller. Ce marché de l'export dont on a parlé, qui s'ouvre très fortement, mais qui est très compétitif aussi. L'État, justement, peut aider comment, au mieux, la filière à valoriser, finalement, ces races françaises, un peu comme on valorise peut-être nos grands crus de vin. Est-ce qu'il y a des actions qui peuvent être menées à ce niveau-là? Il y a une action diplomatique très importante dans ce domaine, en particulier le développement des exportations sur la Russie et l'Ukraine a été un dur combat pour l'actuel ministre de l'Agriculture. Nous avons également pu développer des exportations sur le Proche-Orient, l'Égypte en particulier, le Liban, la Turquie, qui sont des grands clients, qui permettent d'ouvrir des possibilités pour le secteur de l'élevage. Charge à lui, effectivement, ensuite, de se mettre en situation d'alloter, d'exporter. Germinal, peut-être, il y a deux marchés. Il y a ce marché de l'export et puis il y a le marché intérieur, marché où la consommation peut baisser, où il y a une part d'importation. Je crois que c'est l'Institut de l'élevage dit que c'est 28% de la consommation aujourd'hui. Vous avez, par rapport à ça, valorisé fortement une idée qui est l'idée des circuits courts, l'idée de ce dont vous parliez, du plan de relocalisation. En quoi cela peut véritablement redynamiser cette consommation intérieure? Les responsables d'Interbev me disaient il y a 10 jours que la consommation hors ménage représentait 30% de la consommation en France. En vérité, la consommation collective, c'est 30% de la consommation en France. Et sur ces 30% de consommation collective, 90%, pour 90%, c'est de la viande d'importation. Ce n'est pas de la viande française. Les jeunes agriculteurs dans mon département sont allés contrôler le restaurant administratif de Périgueux, 800 repas par jour, pas un gramme de viande française. Qu'est-ce qu'un circuit court apporte? Je pense que nous avons à reconquérir un marché qui est intérieur et qui est chez nous et qui concerne la restauration collective. Et là, de ce point de vue, nous voulons engager un plan national de relocalisation, ce qui n'est pas en opposition avec tout ce qui est fait pour exporter, ça n'a rien à voir. Mais on a des parts de marché à gagner à l'intérieur même de notre territoire. Et pour ça, il faut que les collectivités mettent la main à la pâte, se mettent au travail, et que ce soit de la cantine d'un village, comme c'est le cas chez moi, à Castelnau-la-Chapelle, ou dans des régions qui gèrent les lycées, 20 millions de repas pour Midi-Pyrénées dans les lycées par exemple, ou dans les départements où on gère les repas dans les collèges, mais aussi les hôpitaux, les maisons de retraite. Il faut vraiment faire un travail très important pour arriver à reconsommer localement, c'est-à-dire reconsommer français. Je voudrais qu'on voit un dernier aspect qui me paraît aussi important. Finalement, on voit qu'il y a une compétitivité, une modernisation qu'on peut gagner par rapport au marché, par rapport aux conditions d'organisation, aux coûts de production. Or, le modèle français, c'est un modèle aussi qui valorise le rôle de l'éleveur, un rôle social par rapport à des régions qui vivent beaucoup de cet élevage, un rôle aussi environnemental aujourd'hui de préservation des paysages. Or, aujourd'hui, ce rôle semble, notamment sur le récent sommet social, sur les Grenelles, être peut-être pas valorisé autant qu'il pourrait l'être. En quoi est-ce qu'il vous paraît aujourd'hui un élément clé de ce combat de modernisation dont on parle aujourd'hui?
Peut-être Antoine. Là, on rentre déjà dans la négociation finalement de la politique agricole commune, qui est le deuxième élément qu'on peut mettre sur la table, qui est de savoir est-ce qu'on maintient un couplage avec la prime à la vache allaitante, qui est un débat clé pour l'avenir du troupeau, du nombre de vaches qui seront présentes sur le territoire national. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met dans le verdissement? Est-ce qu'on arrivera à travers le verdissement, non pas de rajouter des contraintes, mais au contraire à valoriser la contribution qu'apportent les éleveurs dans l'aménagement des territoires? Germinal, juste un mot par rapport à ça. C'est quelque chose sur lequel vous insistez, la problématique du financement. Vous dites, on en parle depuis longtemps, c'est un peu de cette multifonctionnalité. Le deuxième pilier de la PAC aujourd'hui et les ressources de la politique agricole commune peuvent aider comment justement au financement de ces nouveaux rôles? Alors, d'abord, la multifonctionnalité de l'agriculture, c'est la loi d'orientation de 1999 que la gauche avait portée sous le gouvernement Jospin, qu'il a vraiment formalisé. Et on avait essayé à l'époque de faire un contrat territorial d'exploitation, n'est-ce pas, qui permettait justement de répondre aux différentes fonctions de l'agriculteur. Parce que dans le cas de l'élevage, c'est une évidence. Les éleveurs, ils sont très importants sur le plan économique, parce qu'ils produisent de la viande qui est transformée, etc. En matière de valorisation, d'ailleurs, on peut toujours faire mieux. Mais ils ont aussi un impact extraordinaire sur l'aménagement du territoire. Et je pense, moi, qu'il faut arriver à trouver les moyens de rémunérer cette multifonctionnalité. Comment on peut les trouver? C'est pas très facile aujourd'hui, parce que le premier pilier de la PAC ne le fait pas énormément. Mais nous disons, il faut que tout ce qui compense les handicaps naturels soit aidé, parce qu'il y a aussi les difficultés de vivre. C'est plus difficile d'être éleveur dans des zones difficiles. Tout ce qui permet de valoriser ces actions en faveur de l'environnement, il faut qu'elles soient mises en avant. Et aujourd'hui, la crainte que l'on a, c'est d'abord que le budget de la PAC ne soit pas maintenu. C'est quand même la première des priorités, je crois, des uns et des autres. Et il faut aussi arriver à en faire en sorte que ce secteur de l'élevage tire son épingle du jeu. Nous disons deux choses. On dit dans le premier pilier, aujourd'hui, on va s'acheminer vers une répartition des aides à l'hectare. On est reparti pour ça. Et votre idée, c'est plutôt de les attribuer à l'emploi qu'à l'hectare? Alors, nous disons, il faut que le critère d'emploi, il faut que l'Europe... Le critère soit intégré. Il faut que l'Europe prenne en compte le critère d'emploi. L'élevage, c'est quelque chose qui demande un travail permanent. Et c'est une difficulté de plus qui est ajoutée aux agriculteurs qui pratiquent l'élevage. C'est une bataille que vous mènerez aussi au niveau des instances européennes, d'avoir une réhabilitation, une rétribution différente un peu des aides européennes? Moi, je crois que c'est un rêve que d'attendre de l'Union européenne qui gère la question des emplois. Elle a toujours refusé de le faire et ne le fera pas, notamment en raison des grandes différences de situation socio-économique qu'il y a entre les pays de l'Est européen et des pays comme la France ou comme dans le sud de l'Europe. En revanche, il faut qu'elle donne la possibilité, dans le cadre de la subsidiarité, aux États membres de placer les curseurs de telle sorte qu'on puisse atteindre, dans les faits, l'objectif du soutien à l'emploi. En tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de sujets et qu'il y a des possibilités, des ouvertures qui sont proposées de vos deux côtés et qui se rallient d'ailleurs sur certains points. Merci beaucoup à vous deux pour avoir évoqué l'avenir de cette filière et ses champs de modernisation. Et merci beaucoup et au prochain numéro de C'est pas tranché. C'est pas tranché. C'est pas tranché.